Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est d'abord vous présenter une entreprise, qui est une entreprise très high-tech, qui est énormément innovante et depuis très très longtemps. Donc il s'agit de GDI Simulation. Alors GDI Simulation, c'est une filiale de ADS. Et GDI Simulation, c'est une PME. C'est une petite PME de 60 personnes à l'intérieur d'un immense. C'est le petit village gaulois dans un grand. Et son métier, c'est la conception et la réalisation de matériel pédagogique pour l'entraînement, l'instruction et l'entraînement des forces à l'utilisation des systèmes d'armes de la mêlée. C'est quand on se bat sur un champ de bataille. À tête. Pas sur à tête. Voilà, alors c'est des missiles, c'est des canons de faible calibre, c'est des armes d'épaule et de poing. Alors les missiles, c'est pas les missiles intercontinentaux, c'est des missiles anti-chars, etc., ceux que l'on utilise dans la mêlée. Voilà, alors ce sont des systèmes d'armes qui sont soit autonomes, ou soit montés sur des véhicules tels que des chars, des véhicules de l'avant blindé et différents véhicules de transport. Et vous, là-dessus, c'est un métier qui est très technologique parce qu'il faut recréer les conditions de l'utilisation normale du système d'armes. Parce que s'entraîner avec des missiles anti-chars sur des chars, ça finit par faire cher. Donc on va essayer de trouver des matériels qui permettent de tirer beaucoup et d'apprendre à faire mouche sur des chars avec des simulateurs. Mais c'est des simulateurs, notamment les simulateurs d'entraînement que l'on va utiliser sur le champ de bataille. Et on va jouer à la guerre avec ces simulateurs-là, qui doivent, bien entendu, être comme le système d'armes. Voilà, alors, cette EADS GDI Simulation, voilà, il y a quelques années, arrive un nouveau défi. L'armée de terre, on le sait, quelques années en avance, va reconsulter les gens pour un ensemble de simulateurs pour les canons de faible calibre, des mitrailleuses et des PGM. Le PGM, c'est le gros fusil pour les tireurs d'élite qui doit tirer à 2,5 km et qui doit rentrer dans une boîte d'allumettes à 2,5 km. Voilà, donc il faut faire des simulateurs pour instruire et entraîner les forces à ce genre à l'utilisation de ces systèmes-là. Voilà, alors il y a une équipe historique dans l'entreprise, de spécialistes rompus à toutes les pratiques de la DGA, de l'armée de terre, à toutes les technologies, etc., qui sont de l'optronique, de la mécanique, etc., etc. Mais cette entreprise-là a des résultats difficiles, et donc il faut se présenter à cet appel d'offres, mais on sait que l'appel d'offres sortira dans 2 ans, mais il faut faire quelque chose, parce que si on ne gagne pas cet appel d'offres-là, ça va sentir le roussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un nouveau patron qui est là ce soir, qui s'appelle Francis Dorgo, qui est un ingénieur de super-héros, qui a mal tourné à un certain moment. Il a fait HEC, et puis il a fait aussi, je crois, Sciences Po, et il est rentré dans la banque, et puis finalement, il s'est dit, je vais revenir à des choses un peu plus technologiques. Il a été président d'Euromissile, et donc maintenant, dirigeant de EADS GDI Simulation. Voilà, et donc à lui s'offre un défi, c'est le défi que je vais lui demander de raconter en lui posant des questions, c'est-à-dire c'est un véritable défi vital pour l'entreprise, et là, la contrainte, innover, ce n'est pas une vue de l'esprit innover, là c'est une véritable contrainte. Alors Francis, à l'époque, nous avons un peu travaillé ensemble, cette époque historique là, des 2 N. Alors Francis, l'entreprise à l'époque, que je qualifie ici d'une entreprise avec des gens rompus à tout, donc c'est une entreprise qui fonctionnait avec un truc tout à fait classique, c'est-à-dire qu'on attendait d'avoir un appel d'offres émis par la délégation générale à l'armement. Là, on remettait un document qui disait qu'on avait bien compris l'appel d'offres, qui faisait une offre pour faire le développement, c'est-à-dire faire la recherche et tout le développement pour construire un nouveau simulateur, et puis ensuite produire le simulateur selon les besoins de l'armée. Et là, là, il fallait absolument créer une rupture. Alors, comment est-ce que
tu as fait dans cette entreprise pour créer pour créer cette rupture salvatrice. Salvatrice. Bonsoir à tous tout d'abord. Je remercie de m'accueillir ici, même si je n'ai pas préparé d'exposé dans le détail. L'activité de la fameuse entreprise Génie dont on a parlé, malheureusement, ne nous fera pas forcément découvrir ce que j'écoutais tout à l'heure, un océan bleu, mais plutôt les plaines de Champagne, quand on en parle. Bon. Et puis c'est un peu moins romantique que les arrêts de Davidson, j'en suis désolé. Néanmoins, je pense que c'est vrai qu'il y a pas mal à apprendre comme type d'entreprise qui s'est réinventée, je dirais, à partir d'un choc psychologique assez fort. Finalement, Daniel, tu le connais comme moi, c'est que en 2002-2003, pour différentes raisons technologiques, notamment liées à certains contrats, on avait 70% de notre carnet de commandes qui était suspendu. C'est là que tout est venu. Donc on a essayé de tout mettre à plat. On a commencé par stabiliser la situation pendant 1 ou 2 ans, et après on s'est interrogé sur l'avenir. Voilà. Donc c'est comme ça que notre démarche a été bâtie. Alors on a essayé de regarder, indépendamment de l'appel d'offres, on a essayé de regarder comment l'entreprise était positionnée dans son environnement et son marché. Alors il est clair qu'il y avait des enjeux financiers qu'il ne faut jamais oublier, même si Daniel peut vous avoir laissé croire à l'espace d'un instant qu'on peut considérer que ce n'est pas la priorité. C'est quand même souvent une contrainte très forte. On a quand même un actionnaire qui vous demande de lui proposer dans les 6 mois un schéma stratégique. Ce qui était intéressant, c'est effectivement d'analyser une entreprise historiquement très bien implantée, avec un client qui, je crois, l'appréciait fortement, mais qui, visiblement, je dirais, avait un problème de génération. Et ce qu'il faut, dans ces cas-là, c'est d'abord comprendre l'environnement de l'entreprise, interne et externe, comprendre son client. Alors, il faut comprendre les enjeux technologiques, bien évidemment, commerciaux, de communication, les enjeux financiers, organisationnels. Il y a une dimension sur laquelle je voudrais insister, c'est la dimension du cycle et des technos en termes d'évolution des technologies au sens large. Je vais donner un exemple qui est que quand on développe un produit chez nous, on met 3-4 ans, on commence à travailler avec des composants électroniques qui sont obsolètes quand on sort le produit. Un deuxième défi qu'on avait récemment dans l'industrie militaire, qui est qu'aujourd'hui, je dirais, la dualité est inversée. C'est-à-dire que ce n'est plus le militaire qui traîne le civil, mais c'est le civil qui tire le militaire. On a parlé d'état d'innovation tout à l'heure, et c'est tout à fait conséquent. C'est-à-dire quand il a fallu envisager la démarche cible pour l'entreprise, qui fait un peu rêver, quand il a fallu identifier les produits sur lesquels on devait gagner nos marchés, notamment le blindé moyen, il a fallu se projeter avec cette dimension, quelles sont les nouvelles technologies de l'avenir, comment est-ce qu'elles peuvent s'insérer dans l'autre cycle, comment est-ce qu'une entreprise comme la nôtre, qui finalement était plutôt en retard technologiquement, pouvait redevenir à la pointe. Et là, il y a une démarche qui était importante, avant même toute l'organisation, ça a été de se dire, regardons quel est notre réseau, on l'a dit, réseau de clients, quels sont nos partenaires, bien sûr, mais également en quoi je peux me différencier, c'est l'avantage concurrentiel. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'y compris à l'intérieur du groupe, on l'a vécu avec Daniel, on a décidé non plus de faire de l'innovation tous azimuts, mais d'intégrer l'innovation d'où qu'elle soit. Vous avez le paradoxe d'avoir devant vous un DG d'une petite entreprise d'électronique, de défense, de simulation, qui a 2-3 personnes qui ont sillonné le monde pour voir ce qui se passait. Bon. Et on est allé au-delà, on a fait une rupture organisationnelle assez forte avec Daniel, puisque au départ j'étais absolument opposé, on avait des problèmes techniques, on s'est dit comment y arriver. Bon, on y arrivait d'une façon très simple, on a pris le plus vieux qui était un moustachu de la DGA, et on a pris, je dirais, le plus brillant de la boîte, on a cassé l'organisation, entre guillemets, on a dit ces deux-là, on les isole, on vous donne un budget, vous avez 2 ans les gars pour trouver les bonnes technos, comment intégrer l'innovation, comment faire des démonstrateurs, des démonstrations auprès de clients potentiels, pour montrer que finalement il y a une révolution, non seulement technologique, mais surtout dans l'esprit. Ce qui a permis, je crois, en 2 ans, de faire des démonstrations intéressantes aux clients, et je pense qu'il y a des clients qui se sont demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en interne? On n'a rien fait en interne. On a surtout identifié quelles étaient les technologies du futur en termes, par exemple, d'imagerie, en termes de radio. Il y avait des câbles partout, et ça m'a rassuré ce que j'ai vu ici. On s'est dit, il faut supprimer, il faut progresser. Comment est-ce qu'on fait? On fait appel à la technologie radio, on le développe nous-mêmes. On regarde ce qui se fait. En imagerie, c'est pareil. Donc ça, c'est une rupture qui a été faite au plan de l'organisation qui, je crois, était absolument
fondamentale. Je ne parlerai pas de la rupture en termes de gestion que tu connais comment.